Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Donc, je suis Martine Bingener, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis économiste et sociologue, et j'ai donc travaillé toute ma carrière dans un laboratoire mixte du CNRS et de l'INSERM, qui est un laboratoire des sciences sociales qui s'intéresse à la maladie, à la santé et à la transformation des systèmes de santé, en France notamment, mais aussi plus largement dans d'autres pays, notamment en développement. Personnellement, je me suis depuis très longtemps intéressée à l'implication des proches autour des personnes malades, au début en tout cas en complément du système de soins, l'idée étant de s'interroger sur le fait que lorsque le système de soins, disons, ne prend pas un certain nombre d'aspects de la maladie en charge, le plus souvent, et c'était particulièrement vrai dans les premiers travaux que j'ai menés autour de la pathologie mentale, à un moment où la fermeture des lits d'hospitalisation était programmée et devenait véritablement sensible, c'était de savoir finalement où étaient ces patients, où est-ce qu'ils vivaient, et les premières études, notamment menées avec une association de familles de patients, nous a fait prendre conscience de l'ampleur finalement du travail d'accueil et de soins que l'entourage familial faisait et accomplissait autour de ces patients dans une relative indifférence, puisqu'on était encore dans la représentation et l'idée que la majorité de ces patients vivaient à l'hôpital psychiatrique. Ce n'était déjà plus le cas. Et puis, continuant à s'interroger bien sûr sur cette implication familiale, je suis passée à d'autres pathologies assez naturellement, notamment lorsque les soins à domicile se sont développés pour les patients atteints de sida. Au moment où on a pris conscience que la maladie, disons, s'étendait dans le temps, devenait une maladie chronique, là aussi les patients passaient le plus temps de leur vie de malades, non plus à l'hôpital mais à domicile. Et là, je dirais qu'on a appris une autre interrogation, enfin un autre point de vue, pardon, sur l'implication des patients et des proches. C'était en fait l'implication technique, c'est-à-dire que autant dans le temps de la maladie mentale, c'était une implication, disons, pour les héberger, leur maintenir des relations sociales, autant pour ces patients, à partir du moment où on a eu les moyens de les prendre en charge et de les soigner plus techniquement, l'implication des proches a été jusqu'à apprendre des nouvelles techniques, type pouvoir poser une perfusion à domicile, pouvoir faire un suivi très technique et accomplir des gestes qui étaient des gestes plutôt professionnels. Donc ça, c'était aussi l'apport de cette pathologie. Et puis, bien entendu, lorsqu'est arrivée la maladie d'Alzheimer, et notamment le plan Alzheimer, le dernier, mais c'était déjà vrai bien sûr avant, qui a explicitement fait appel à l'entourage et à la solidarité des familles pour assurer la prise en charge et le maintien à domicile le plus longtemps possible de ces patients. Disons que c'était le même questionnement, mais disons dans un contexte de maladie assez différent, puisque là on est effectivement dans une maladie qui survient pas au même âge, qui est avec une évolution souvent péjorative et qui était pris en charge. Mais pour commencer à s'intéresser à cette implication des proches, nous avons choisi avec quelques collègues de ne pas rentrer, disons, simplement dans quelque chose qui se faisait déjà assez fréquemment, qui était, je dirais, une recension et un comptage finalement de ce qu'étaient les tâches qu'accomplissaient les proches auprès de ces malades, notamment des tâches de soins de vie quotidiens, pour essayer de déplacer un petit peu le regard et pas être simplement dans une comptabilité un peu vaine des besoins et des tâches accomplies, et sortir peut-être aussi de cette perspective du fardeau familial qui semblait quand même s'installer de façon un peu répétitive, mais qui en fait
n'épuisait absolument pas ce qui se passait au domicile et les modalités d'accompagnement de ces personnes. Donc nous avons été chercher une approche théorique un peu nouvelle qui est celle de l'économiste prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui est connu en France sous le thème d'approche des capacités, avec un problème encore aujourd'hui, c'est que les capabilities ne sont pas vraiment traduisibles en français. Disons que l'utilisation du mot capacité, qui est parfois utilisé, a tous les défauts d'infosami et disons, oriente trop sur les compétences et les capacités des personnes ou des soignants, alors que précisément, nous semblait que ce qu'apporte cette approche, c'est de pouvoir justement décoller de cette approche de compétences et de capacités ou de ressources pour essayer de déplacer le regard et l'intérêt sur d'autres points de cet accompagnement qui nous semblaient beaucoup plus intéressants d'un point de vue social et politique, et bien sûr éthique aussi. Donc je vais peut-être prendre le temps d'expliquer en 2 minutes ce que c'est exactement que ces capacités, pourquoi elles sont très différentes de la notion de capacité et montrer en quoi elles apportent un regard un peu neuf et qui permet de penser le cadre d'action du soin mais aussi de l'accompagnement au quotidien des proches. Mais c'est aussi valable d'ailleurs pour les professionnels, nous semble-t-il, et de déplacer un peu le regard et le contexte d'action qui oriente l'activité de chacun et les actes de tous les jours de chacun. Donc, dans la notion de capacité, ce que Amartya Sen essaye d'apporter, c'est en fait des éléments qui se placent en amont ou en aval, disons, du geste, de l'action à accomplir, de ce que lui nomme le fonctionnement étant dans son vocabulaire le mot qui permet, disons, de rendre compte d'activités du quotidien. Donc dans le fonctionnement, vous avez un fonctionnement qui peut correspondre aux activités de la toilette et de la prise en charge au quotidien du corps de la personne. Il y a aussi les actions de se vêtir. C'est un fonctionnement qui est la capacité à prendre soin de soi-même, si je puis dire. Vous avez aussi des fonctionnements qui renvoient aux tâches de la maison et de pouvoir s'occuper des soins de son intérieur. Ça peut être aussi bien sûr des fonctionnements plus sociaux, prendre des loisirs, avoir des activités bénévoles et ainsi de suite. Je me focaliserai peut-être, pour rester simple, sur les fonctionnements qui sont les plus quotidiens quand on parle d'accompagnement familial des malades d'Alzheimer, qui sont tous les soins de propreté et de prise en charge corporelle et disons de s'habiller, et puis ce qui se passe au domicile, puisque beaucoup de ces malades sont quand même très largement confinés au domicile. Donc ce que Sen regarde parmi ces fonctionnements, ce n'est pas simplement le décompte des fonctionnements, où on serait assez proche de ce qui est fait par ailleurs, mais disons qu'il prend en compte ce qui permet d'organiser ces fonctionnements et de mettre en place ces fonctionnements, c'est-à-dire non seulement des ressources, le fait d'avoir quelqu'un qui vous aide, d'avoir les moyens de se payer un agent professionnel ou une aide-soignante professionnelle, mais c'est aussi l'espace de liberté qui existe lorsque vous avez des ressources. Alors bien sûr, si on a plus de ressources, on a a priori plus d'espace de liberté, mais c'est aussi la liberté d'avoir le choix, de choisir entre plusieurs fonctionnements possibles et de choisir entre ces fonctionnements possibles celui que vous valorisez, que la personne valorise, celui auquel elle accorde de l'importance, celui qu'elle estime être préférable pour elle. Donc on est bien là dans une question, non plus simplement pouvoir avoir un fonctionnement dit satisfaisant sur des critères qui sont des critères, je dirais, un peu classiques et standardisés de nos situations. Il faut être propre parce qu'il faut être propre, il faut tenir sa maison parce que celle-ci doit être en ordre, mais d'essayer de savoir finalement comment on a envie d'accomplir ce fonctionnement. Et la notion de capacité, en fait, elle apporte ce regard sur on doit avoir la liberté de choisir entre plusieurs fonctionnements, puisque la capacité, en fait, ou les capacités, ce sont les ensembles de fonctionnements qui sont valorisés par quelqu'un et qu'elle préfère mettre en œuvre. Donc on voit bien qu'on a l'amont, il faut déjà avoir la possibilité du choix. Et qu'un certain nombre de personnes
à cause de leur situation de vie, de leur situation en manque de ressources, mais aussi du fait de maladies ou de handicap, en fait, sont privés ou voient cette liberté de choix réduite. Donc, cette notion de liberté, d'espace de liberté, est vraiment partie prenante, non seulement du fonctionnement, mais de la notion même de capacité. D'où l'idée de ne pas le réduire à une capacité, parce que dans la capacité, cette notion d'espace de liberté et de capacité possible n'est pas du tout assortie de cet espace de pouvoir choisir la capacité qui vous importe le plus, auquel vous accordez de la valeur. Et c'est bien cette notion-là qui ne doit pas être découplée, je dirais, dans la capacité. En même temps, pourquoi avoir un fonctionnement valorisé? Et là, on voit aussi que, du coup, à l'autre bout du fonctionnement, regarder avec cet angle et cette approche vous oblige aussi à dire, mais pourquoi ce fonctionnement est valorisé? Pourquoi ce fonctionnement est privilégié par la personne? Et du coup, ça vous ouvre sur la question des finalités, des attentes de la personne, de ses buts, de ses objectifs, ce que dans la théorie Amartya Sen appelle l'agence de la personne. Alors là aussi, on est sur un mot qui n'a pas beaucoup de sens en français, mais sur lequel il faut dire que c'est un ensemble qui prend en compte finalement les valeurs de la personne, ses buts, ses objectifs, ce qu'elle souhaite faire de sa vie. Et la capacité, je dirais, vraiment s'ancre dans cette dimension d'amont, la liberté de choix, et cette liberté de choix en fonction d'attentes, de valeurs que la personne émet. C'est en fait bien la notion de préférence et de préférence individuelle qui est prise en compte là, et qui, par l'intermédiaire des capacités, je dirais, est intégrée par Amartya Sen dans un regard et dans une approche de justice sociale ou de justice politique, en fait. L'idée, c'est de surmonter, si vous voulez, la difficile position qui est, il y a des préférences individuelles et comment peut-on dire, à moins d'être très très normatif, telle préférence individuelle est supérieure à un autre, ou telle personne préfère faire ça, mais finalement c'est moins bien ou c'est mieux. L'idée, c'est vous jugez finalement la personne en fonction des objectifs qu'elle a et des capacités ou des capacités, puisque là on est bien dans la capacité, qu'elle a et les libertés de choix qu'elle a de mener une vie qu'elle valorise parce qu'elle lui permet finalement d'atteindre des objectifs, des buts, des finalités qu'elle s'est données. Donc on voit bien que si vous n'avez pas ou moins de possibilités, c'est bien une approche en termes, disons, d'évaluation et de comparabilité, soit individuelle, soit entre groupes, mais c'est aussi une approche en termes de désavantages qu'on peut mesurer de cette même façon, mais on voit que c'est un désavantage qui n'est pas normé à partir d'un étalon social prédéfini. C'est un désavantage qui est complètement construit en fonction des désirs et des préférences individuelles de chacun et des moyens qu'il a ou non de les obtenir. Et du coup, on comprend pourquoi ça peut très bien s'adapter à une maladie neurodégénérative, parce que finalement la personne est son propre comparateur et en fonction, je dirais, des objectifs qu'elle-même est obligée de réduire si elle est soumise à une maladie dégénérative, on peut quand même continuer à prendre en compte son désavantage en fonction des espaces de liberté qu'on lui laisse quand même pour essayer d'obtenir ce à quoi elle pense ou souhaite pouvoir quand même parvenir, compte tenu effectivement disons de l'atteinte qu'elle a, ce que Sen appelle un facteur de conversion. C'est la maladie dégénérative est un facteur de conversion qui oblige effectivement les personnes à se rendre compte que leurs espaces de liberté et leurs objectifs ne sont plus nécessairement atteignables, mais qui n'empêche pas nécessairement de ne pas réduire quand même, ou en tout cas déplacer un peu les objectifs et de continuer à avoir envie de choisir quand même des fonctionnements qui vous permettent d'obtenir ce que vous estimez devoir encore
faire parce que c'est important pour vous, parce que vous y attachez la valeur. Donc, compte tenu d'un certain nombre de discours aujourd'hui, de ne pas être dans la restriction totale et de dire ben, la personne avec une maladie dégénérative, elle n'a plus d'envie, elle n'a plus de désir et elle ne peut plus atteindre, donc de toute façon, ce n'est plus la peine de se préoccuper de son espace de liberté. Ça donne véritablement une ligne de conduite pour déjà regarder la personne, mais aussi s'occuper d'elle, l'accompagner, lui proposer des solutions en tant qu'accompagnant proche, mais aussi finalement pour le regard de la société, c'est de considérer le fait, l'amont et l'aval, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ces personnes ont encore des attentes, des désirs qui peut-être ont été changés, modifiés, convertis, mais elles en ont encore. Ça reste une qualité intrinsèque de la personne humaine et il importe finalement dans ce qu'on va lui proposer de continuer à regarder finalement dans quelle mesure on peut lui maintenir un espace de liberté qui lui permet quand même de choisir entre différents fonctionnements. Et ça oblige aussi, on le voit bien, lorsqu'on regarde véritablement le fonctionnement, quand ce fonctionnement doit être réalisé non plus seul parce que la personne ne peut plus le faire, mais éventuellement avec un accompagnant, ça oblige à regarder et à s'intéresser. Ce qu'on ne fait jamais, c'est comment on apporte cet accompagnement, comment qualitativement il peut être différent. Si je reprends un exemple très simple, par exemple pour la toilette, on voit bien que selon les préférences individuelles, mais aussi les volontés de la personne, une personne pour laquelle prendre soin de façon autonome de son corps, de sa façon d'être, de sa façon de paraître, finalement sera sans doute beaucoup plus accepté et acceptable pour elle de se faire aider si les modalités de l'accompagnement et de l'aide qu'on lui propose lui permettent quand même d'effectuer encore un certain nombre de gestes par elle-même. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un intérêt non plus sur ce qui doit être fait ou ne pas être fait, mais sur comment il faut le faire et pour quelles raisons c'est important de se préoccuper du comment. Et les raisons de se préoccuper du comment renvoient précisément à lui laisser la liberté de faire par elle-même si elle estime que c'est important pour elle, donc renvoie aussi au souci de penser toujours que cette personne peut exprimer des désirs et que ces désirs peuvent disons, être pris en compte de façon plus ou moins satisfaisante par les modalités même de l'aide, même une aide le plus simple comme une aide à la toilette. Et disons que ce regard, nous semble-t-il, continue et permet de regarder la personne comme continuant à avoir le droit, si je puis dire, sous peine de désavantage vraiment que le système social, que la justice sociale impose de corriger, de leur laisser un espace de liberté, d'une part. Donc, il faut que ces aides aient cette direction et aussi cette pensée. Et de la même façon, quand on propose des aides, que ces aides soient possiblement, je dirais, laissent un espace là aussi de liberté sur les façons de faire, comment on l'a fait, quel espace du coup on laisse aussi à la personne elle-même pour s'impliquer quand même dans l'action et dans le fonctionnement, puisque c'est au travers de cette implication qu'elle est encore susceptible de faire connaître, même si elle n'a plus nécessairement l'expression, les désirs, la valorisation, dire ce à quoi elle attache de l'importance. Et l'idée, ça nous emmène vraiment vers un message qui est comment faire pour accompagner, pour offrir des aides qui permettent de préserver ou de maintenir au mieux ce qui importe pour la personne. Si vous voulez, ce qui est quand même intéressant avec cette approche, c'est qu'on voit bien que c'est une approche qui n'est pas une approche de bon sentiment, puisqu'elle se veut, alors après, il faudrait rentrer plus dans le détail, ce que je ne vais pas faire, mais elle se veut une approche des désavantages individuels et au nom d'un principe de justice sociale. Donc on n'est pas lié simplement à l'empathie simple et ou au désir moral. On est dans un principe, et c'est pour ça que j'évoquais au début, l'idée, c'est un principe d'action, mais c'est un principe politique aussi, disons, de penser la vie de ces personnes. Elles ont des désavantages qui sont liés à la conversion, aux facteurs de conversion qu'induisent ces maladies, mais ces désavantages, dans une logique de justice sociale, doivent être compensés au maximum par la collectivité. Et donc, c'est comment on pense finalement
disons, pouvoir répondre à ces désavantages pour essayer de les réduire. Alors, il est évident quand même que, ouvrant sur les désirs de ces personnes, on est, et ce qu'était leur finalité, ce à quoi elles préféraient, on ouvre quand même une porte intéressante sur, finalement, la compétence qu'ont les aidants familiaux et les proches des personnes pour essayer quand même de continuer à transmettre ce qu'étaient les préférences de ces personnes, ce à quoi elles attachaient de la valeur. Alors, là où il faut être conscient, c'est que bien sûr, ça peut être un peu, disons, vécu subjectivement par les proches. Mais cet écueil, il est réel, mais en même temps, une hypothèse quand même de scène, c'est de dire, il vaut mieux quand même supposer que la personne avait des désirs et continue à en avoir, même si éventuellement ils ont un peu changé, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas nécessairement en capacité de complètement vous l'exprimer, plutôt que de raisonner avec l'idée que de toute façon, elle en a plus. Et si vous voulez, ce qu'il veut combattre avec ça, c'est la notion de préférence adaptative. Donc, cette notion qui permet de dire, de toute façon, parce que lui aussi travaille pas simplement sur les avantages de la maladie, mais sur les avantages socio-économiques et des choses comme ça. De toute façon, c'est des personnes qui sont de milieux socio-culturels très bas, et de toute façon, elles n'ont pas besoin, elles n'ont pas d'envie de loisirs, elles n'ont pas envie de ça, si vous voulez, parce que de toute façon, elles savent bien que compte tenu de leur situation sociale, donc, c'est en fait une lutte aussi contre cette notion de préférence adaptative. Et dans la notion de préférence adaptative, ce qui est un petit peu ambigu, c'est qu'il y a celle de la personne qui peut elle-même s'auto-empêcher d'avoir des désirs en disant « je ne le peux plus », en disant « si », justement, l'idée c'est « oui, ça demeure parce que c'est une qualité intrinsèque de l'humain et de l'humain social ». Et c'est aussi donc l'idée, et c'est ça que j'essaie de vous dire par rapport à l'empathie et les bons sentiments, c'est de dire, c'est pas simplement des bons sentiments, mais en tout cas, vous ne pouvez plus faire comme si, de toute façon, c'est pas très grave parce que cette personne ne ressent plus rien, n'a plus envie. Donc, si vous voulez, ça lutte en fait contre, là aussi, cette préférence adaptative, soit individuelle, de la personne qui s'auto-empêche d'avoir encore des envies, mais aussi du consensus social un peu mou, même parfois de proches, qui dit oh, de toute façon elle n'entend plus, elle sent plus. Donc je crois que et c'est pas simplement lié à la bonne volonté de l'accompagnant. Il existe quand même un certain nombre de disons d'intuition d'un certain nombre de personnes qui justement on parlait tout à l'heure de la narration de la maladie. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'ouvrages qui sont soit des témoignages ou des récits de personnes malades elles-mêmes, de proches, mais aussi de soignants qui disent un certain nombre de choses. Et on s'est intéressé dans cette recherche aussi à essayer de rechercher ce qu'on pouvait documenter, disons, de ces façons de faire et de cet intérêt pour les finalités dans 58 ouvrages qui sont des ouvrages qui parlent de la maladie d'Alzheimer par des gens qui en ont une expérience proche. Parfois c'est les récits, parfois c'est plus romancé, parfois il y a quelques soignants. L'essentiel c'est quand même des proches et des personnes pour essayer de voir est-ce qu'on pouvait retrouver quand même ça. Et en fait on en a retrouvé pas mal d'éléments, mais du coup je repense à une phrase d'un de ces ouvrages qui a été écrit par une fille qui s'est beaucoup occupée de sa mère et qui disait très très précisément, mais à force d'habitude, et quand on a la pensée d'essayer de voir qu'est-ce qu'il a envie, en fait, on acquiert une capacité à pouvoir interpréter des signes et des façons de faire. Alors effectivement, là aussi, on est ennuyé parce que on a toujours l'impression qu'il y a un peu une surinterprétation subjective. Mais ce que j'essaye de dire depuis le début, en utilisant finalement cette approche, c'est qu'il me semble quand même que ça donne un espèce de guide pour savoir comment aborder ces problèmes. Ça donne une ligne directrice qui permet de dire n'oubliez pas que la personne peut avoir des désirs, peut avoir envie de préférer certaines modalités et pas d'autres. Et du coup, à partir du moment où on a ça comme guide de pensée et d'action, si vous voulez, c'est un guide pour l'action aussi, ça oblige à s'interroger à chaque fois, est-ce que je me suis quand même posé la question de c'est comme ça qu'il le voudrait. Disons que ça oblige à ne pas avoir une routine
qui est validé par le fait que c'est comme ça qu'on fait le mieux une toilette, c'est comme ça, parce qu'on est aussi dans un univers extrêmement normé, même pour ces gestes-là. Et on entend aussi parfois des familles vous dire: «Oui, mais moi j'aime mieux que ce soit un professionnel qui vienne, parce qu'en fait je sais pas, je vais pas faire bien». Donc on a aussi une espèce de d'intériorisation de il y a qu'une et une seule façon de faire bien, même techniquement. Je reviens un petit peu à ce que je disais aussi par rapport aux patients SIDA au tout début, où un certain nombre de proches, quand ils ont commencé à faire de l'éparinage après la pose d'une perfusion, des choses comme ça, avaient peur de ne pas faire et de nuire à leurs proches. Je pense qu'il faut, ça permet aussi, et Amartya Sen le montre très clairement, il faut aussi décoller des normes sociales qui sont extrêmement, justement, standardisées. Il n'y a qu'une seule façon de faire et qui, du coup, oublie complètement cette notion de désavantage tel que je l'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un désavantage qui est un désavantage de liberté et un désavantage et un déficit aussi de prise en considération de ce qui est important à chacun, pour chacun, et qui effectivement va permettre justement d'avoir un regard critique sur comment on fait, de s'intéresser sur les manières de faire, d'envisager le fait que oui, il est légitime de penser qu'il y a plusieurs façons de faire et qu'un des critères de choix entre ces façons de faire, c'est justement ce qui va permettre de penser les capacités de la personne, c'est-à-dire les fonctionnements qu'elle valorise. Et ça vous ramène à chaque fois à l'idée, sur quoi je peux m'appuyer? Alors parfois, effectivement, ça peut être assez ténu, mais la connaissance de la personne, ou en tout cas l'intérêt de se positionner avec cette interrogation en continu, va vous permettre d'interpréter des choses avec un peu l'habitude, qui au début apparaissait ténue et qu'on ne savait pas interpréter, et éventuellement d'en déduire des choses. Ça n'empêchera pas qu'éventuellement il peut y avoir des erreurs, mais c'est en soi un garde-fou, puisque de toute façon, à chaque fois, vous remettez, si je puis dire, cette interrogation. Est-ce que c'est bien comme ça que, à ce moment-là, pour cette personne-là, en fonction de ce que je sais d'elle, j'ai choisi la bonne façon de faire. Et ça permet aussi, disons, d'interpréter un petit peu différemment aussi, éventuellement, les formes de refus de la personne, parce que la personne souvent exprime des refus, en disant c'est pas simplement la maladie, c'est parce qu'elle perd la tête, c'est parce que si, c'est parce que ça. C'est que peut-être ça fait réémerger chez elle une volonté de dire ok, il faut le faire, mais peut-être pas comme ça. Donc, vous voyez, c'est une démarche qui vous oblige à penser un peu autrement ce que parfois on peut être amené à faire de façon un peu routinisée. C'est une démarche qui casse ça, parce que dans une routine, il n'y a pas de préoccupation, ni pour les libertés de choix, ni a fortiori, bien sûr, pour les préférences et pour l'idée qu'il y a des choses qu'on aime et il y a des choses qu'on n'aime pas. C'est une façon quand même de penser autrement la personne dans sa continuité, puisqu'elle a aimé des choses. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de témoignages qui montrent bien qu'il reste des choses et il reste des valeurs et il reste, alors on peut appeler ça des routines. À un moment, le chapitre notamment sur du bouquin qui devrait sortir en février, à partir des récits, en fait, il y a un paragraphe qu'on a appelé « Accompagner en regardant en arrière ». C'est aussi une façon de souligner que, bien sûr, il ne faut pas figer la personne dans ce qu'elle était à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, mais qu'en même temps, il y a des indices et que ces indices ne doivent pas être négligés. Et on voit quand même dans un certain nombre de modalités de prise en charge un peu qu'on cite souvent en exemple, comme le baluchonnage au Canada, des choses comme ça, où on voit bien aussi ressortir aussi de la part de ces professionnels l'idée de quand je viens, je me renseigne, qu'est-ce qu'aimait cette personne, qu'est-ce qu'elle voulait, c'était quoi son passé, parce que effectivement, ce sont autant de petits matériaux qui permettent de penser la liberté, mais aussi qu'on peut essayer de lui laisser, et aussi les finalités et ce à quoi elle attachait de l'importance. Peut-être elle en attache moins, mais l'hypothèse ne peut pas être faite que tout a disparu immédiatement. Même si vous avez raison, il y a des moments où on a envie de répit, tout à fait. Dans les bouquins de Rezvani sur sa femme, je ne sais plus lequel exact, et c'est vrai que sur les trois, il y a quand même des choses extrêmement compliquées, mais il y a un exemple qui est, je crois, sur les façons de faire et l'intérêt des façons de faire qui est absolument parlant, il me semble.
Rezvani avait sa femme Lula, qui était une extrêmement belle femme, qu'il a peint beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez un peu, et qui visiblement était une femme qui se maquillait beaucoup, qui était extrêmement soucieuse de sa personne. Et à un moment, il raconte l'anecdote suivante en disant que je pense que c'est une de ses amies qui lui a donné une, une façon de faire parce que Lula, une fois qu'elle était quand même dans une phase assez avancée de sa maladie, continuait à vouloir se maquiller avec des crayons et des rouges à lèvres de couleur vive, mais en fait se trompait, mettait le rouge à lèvres sur les yeux et tout ça. Et son ami lui a dit, mais achète-lui des crayons pastels et puis laisse-la faire, plutôt que de l'empêcher ou d'effacer tout ça. Tu prends des crayons très pâles, elle gardera le plaisir du geste. Et lui-même dit, en fait, ça a transformé toute une partie des séances de la toilette et d'après, parce que pendant tout un temps, elle prenait ses crayons et elle continuait. Et après, c'était pas grave qu'elle en mette sur la joue. C'était pas grave, mais elle avait gardé ce geste qu'elle avait toujours. Et je pense que c'est extrêmement intéressant parce que là, on voit quand même que il y a aussi la mémoire du geste et de la façon de faire, et que c'est une brutalité terrible finalement de dire t'en as partout, je vais t'essuyer. Et ça, c'était d'une violence très très forte pour cette femme. Le fait de pouvoir utiliser, il y a des crayons pour petites filles, il y a tout ce qu'on veut, lui laisser ce plaisir. Et on a un autre interview où une fille raconte comment elle s'occupe de sa mère, et elle dit effectivement, elle a toujours voulu choisir ses toilettes et tout ça. Il y avait des moments, je lui sortais ses habits, je les mettais dans l'ordre et tout ça, ça sortissait les couleurs. Et puis je voyais que ça n'allait jamais. Et un jour, je me suis dit, mais finalement, quelle importance si elle s'habille comme un clown? Quelle importance? Laissons-la faire. Il suffit que c'est moi que ça dérange, c'est pas elle. Tant pis, j'assume. Et vous voyez, c'est ces choses-là où on est vraiment dans le regard sur les façons de faire. Est-ce que je la contrains et pour qui? Au nom de quoi? Ou est-ce que je la laisse pas exprimer? Elle veut mettre telle chose, et ben elle va aller chercher. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez, à l'issue de ce travail et de cette réflexion, en fait, qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate deux choses. On constate que cette notion de capacité, elle doit être appliquée bien sûr à la personne malade, puisque c'est elle qui a le gros désavantage, mais il n'y a pas de raison d'exclure l'aidant, ou le proche, ou le conjoint, ou les enfants, qui ont aussi, finalement, rentrent dans ce calcul social des désavantages. Et ça peut être considéré comme, entre guillemets, un désavantage d'avoir un proche auquel il faut apporter cette aide, et cette aide parfois très importante. Alors là aussi, si on repense ça, on repense deux choses. On repense d'abord cette question de liberté aussi. Liberté d'être accompagnant ou de ne pas l'être. Et je pense que là aussi, vous avez ces risques que ça se passe mal aussi, parce que l'espace de liberté d'accompagner, il est aussi souvent extrêmement contraint, là aussi par un regard social, par une pression politique, par une pression soignante, par une pression du reste de la famille. Enfin, on voit bien tout ce qui peut jouer. Donc, mais il n'y a pas de raison de ne pas avoir non plus la préoccupation de la liberté de l'aidant. Et lui aussi, bien sûr, a une finalité. Et là aussi, cette finalité et d'autres finalités, mais il ne faut pas non plus penser cette finalité, notamment dans l'accompagnement, uniquement comme une finalité négative. Par rapport à l'aidant, il y a un certain nombre de gens qui vous disent très clairement, moi, j'ai fait le choix d'aider. Et je sais pourquoi je le fais, ça fait partie des buts, des finalités, des attentes. Et certes, ça me restreint éventuellement mes libertés, mais le fonctionnement, je reprends les mots, le fonctionnement d'aider mon conjoint, d'aider ma mère, c'est un fonctionnement choisi. Et il n'a pas de raison d'être disqualifié en tant que tel, bien au contraire. Et du coup, dans cette notion, en fait, la capacité de la personne aidante, en fait, elle est très intriquée à la capacité qu'elle propose et qu'elle va offrir à son proche. Donc, c'est des capacités intriquées. Et elle le fait aussi pour augmenter d'une certaine façon les capacités de la personne qu'elle aide, puisque si elle a aussi ce regard de la finalité. Et donc, c'est la notion qu'on voudrait construire, qui est une notion dite de capacité par faveur. C'est-à-dire que vous augmentez. Il y a un certain nombre de personnes qu'on pourrait appeler ressources, mais on voit que c'est quand même mieux aussi de l'appeler non pas une ressource, c'est quelqu'un qui met ses propres capacités pour essayer d'accroître
les capacités, si je reste dans ce langage, de la personne qu'elle est. Donc c'est bien une capacité qui est donnée à la personne malade par la faveur de quelqu'un qui prend sur ses propres capacités. Et je pense que cette notion, elle doit être aussi pensée, alors sans faire d'irénisme non plus, mais c'est vrai que le fonctionnement d'accompagnement peut être un fonctionnement valorisé et choisi et librement choisi. Et sans doute là aussi, pour revenir à cette notion de justice sociale que j'évoquais au début, ce que la société doit faire aussi là, c'est penser comment finalement augmenter aussi les capacités des personnes aidantes pour finalement atteindre par faveur les capacités des personnes malades. Et on voit que du coup, on sort un petit peu de cette contrainte qui est l'un contre l'autre et on redonne finalement aussi un espace à ces personnes qui aident par choix, par objectif, par but et qui se donnent les moyens de le faire, non pas par contrainte, mais aussi parce qu'elles savent ce qu'elles veulent apporter et du coup ça entrouvre quand même un regard de l'action pour l'autre, mais pas de façon mièvre, si je puis dire. Vraiment en rentrant là aussi dans un espèce de jeu de désavantages sociaux qu'on se partage et qu'on essaye disons, d'admettre, puisque les désavantages de scène, c'est des désavantages entre les niveaux de capacité. Donc tout ce qui est fait pour donner des capacités par faveur à des personnes qui sont en situation de désavantage, en fait, va vers la justice sociale. Donc c'est une approche un peu politique aussi de cet accompagnement qui n'est pas simplement un accompagnement affectif, moral, contraint, mais qui s'inscrit dans une position de citoyenneté.